Le prix de l'imagination. Chapitre 1. 250 milliards. Ce n'est pas le prix d'un business prouvé. C'est le prix d'un peut-être assez grand pour effrayer ceux qui resteraient dehors. Le 23 mars 2026, une entreprise d'intelligence artificielle fondée il y a à peine 3 ans vaut, selon les transactions et le récit qui l'entourent, autour de 250 milliards de dollars. 250 milliards. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus que la capitalisation de groupes industriels centenaires, plus que le produit intérieur brut de nombreux pays, et immensément plus que ce que XAI a publiquement prouvé à ce stade en revenus, en profit ou en clientèle entreprise. C'est là qu'il faut commencer, pas par Elon Musk, pas par Grok, pas par les mèmes, pas par les data centers, pas par les rêves orbitaux, par le chiffre. Parce qu'un chiffre de cette taille oblige. Il oblige à poser la seule question qui compte vraiment. 250 milliards, pourquoi ? Et la réponse la plus honnête, au 23 mars 2026, est inconfortable. Pas pour un compte de résultats clairement démontré, pas pour une domination commerciale déjà visible, pas même pour un produit unanimement reconnu comme le meilleur du marché. Le paradoxe de XAI, c'est simple. On connaît beaucoup mieux le prix qu'on lui donne que les revenus qui devraient le justifier. Bien sûr, il existe des éléments. On sait que la société a levé 20 milliards de dollars lors d'une série E annoncée par XAI elle-même en janvier 2026. On sait que plusieurs médias business ont ensuite rapporté, début février, une intégration de XAI dans SpaceX valorisant l'ensemble autour de 1,25 trillion de dollars, avec XAI à environ 250 milliards. On sait aussi qu'autour de Grok, de X, de SpaceX et de Starlink s'est formé un récit de convergence suffisamment puissant pour que le marché accepte ce prix sans exiger, pour l'instant, la même clarté comptable qu'il exigerait d'une entreprise ordinaire. Et c'est précisément là que l'histoire devient intéressante. Ce n'est pas la première fois que le marché accorde à Musk une prime de futur. Tesla a déjà bénéficié d'une logique comparable. Une partie de sa valeur n'a jamais tenu seulement aux voitures vendues, mais à l'infrastructure construite autour d'elle. Les superchargeurs, les batteries, le software, la promesse du robotaxi, l'idée qu'en achetant Tesla, on n'achetait pas seulement une automobile, mais une architecture. SpaceX a poussé cette logique plus loin encore. Non plus l'infrastructure autour d'un produit, mais le grand projet matériel lui-même. Des fusées réutilisables, des lancements à cadence industrielle, puis Starlink, c'est-à-dire l'industrialisation d'une idée qui, au départ, ressemblait à de la mégalomanie orbitale. XAI hérite de cette double grammaire, celle de Tesla, où le produit ouvre sur une architecture, et celle de SpaceX, où l'ambition démesurée finit par produire une infrastructure réelle. Parce que le marché ne valorise pas XAI comme il valoriserait une entreprise mûre. Il ne la traite pas comme une société de logiciels classique, avec une base client claire, un taux de rétention public, une marge brute documentée, des perspectives trimestrielles, et des analystes qui modélisent des flux de trésorerie avec l'ennui réglementaire habituel. Non, il la traite comme une possibilité, comme une structure d'espérance, comme un pari, et pour être plus précis, comme un pari pascalien. Les investisseurs n'achètent pas une preuve, ils achètent la peur de rater un événement. Ils se disent, en substance, si cette chose fonctionne, si Musk recommence, si XAI devient la couche cognitive de quelque chose de beaucoup plus grand qu'un chatbot, alors le prix de ne pas y être sera peut-être plus élevé encore que le prix absurde d'y entrer aujourd'hui. Voilà pourquoi la valorisation de XAI a quelque chose de presque métaphysique. Ce n'est pas seulement un multiple, c'est une assurance contre le regret. Et il faut bien voir ce que cela dit du moment. Nous sommes sortis du temps où l'on valorisait seulement ce qu'une entreprise gagnait déjà. Nous sommes dans un temps où certaines entreprises sont valorisées sur leur capacité supposée à prendre position sur les goulots d'étranglement du futur. Le compute, l'énergie, les données, les terminaux, les réseaux, la robotique, la défense, l'orbite. Le marché ne paie pas Grok, il paie la possibilité qu'Elon recommence. Et cette phrase contient toute l'ambiguïté de l'épisode, parce qu'elle peut vouloir dire deux choses opposées. Soit le marché a perdu la tête et il finance une nouvelle cathédrale spéculative avant même de savoir à quelle religion elle servira, soit le marché a appris quelque chose d'irritant à propos d'Elon Musk, à savoir qu'avec lui, certaines idées qui paraissent grotesques au moment où elles sont formulées finissent parfois par devenir des infrastructures très réelles.
En 2015, l'idée d'inonder l'orbite basse de satellites pour vendre Internet au monde entier avait des airs de mégalomanie techno. En 2026, Starlink existe, et c'est précisément pour cela que xAI ne peut pas être traité comme une simple bulle de plus. Mais n'allons pas trop vite, parce qu'avant d'accorder à Musk le bénéfice du précédent, il faut regarder ce que xAI est réellement en train d'acheter avec cet argent, et ce que le marché croit acheter en retour. Or, ce que le marché achète ici n'a peut-être pas la forme d'un logiciel. Cela ressemble davantage à une promesse de coordination entre plusieurs raretés que personne ne contrôle simultanément. Et c'est là que le dossier cesse d'être seulement financier pour devenir presque politique. Chapitre 2. Ce que le marché n'achète pas. Pas en chatbot, pas en benchmark. Quelque chose de plus opaque et peut-être de plus dangereux. Une promesse de coordination entre plusieurs raretés. Pour comprendre xAI, il faut commettre une petite violence intellectuelle. Cessez de la regarder comme une simple entreprise d'intelligence artificielle. Si vous la regardez comme un labo IA classique, beaucoup de choses ne tiennent pas. Les revenus publics sont flous, la traction entreprise est peu documentée, les comparaisons de modèles sont incomplètes, parfois contradictoires, parfois portées par des sources trop faibles pour fonder à elles seules un verdict sérieux. Grok est réel, compétitif à certains endroits, mais pas encore démontré comme leader incontestable de façon suffisamment propre. Et malgré cela, la valorisation tient. Pourquoi ? Parce que le marché n'achète probablement pas un chatbot, il achète un point de jonction. Regardons les pièces une par une. X d'abord. X n'est pas seulement un réseau social en déclin relatif ou une machine à polémique politique. C'est aussi une distribution captive, des centaines de millions d'utilisateurs mensuels, une boucle d'usage direct, une matière sociale brute en temps réel avec ses obsessions, ses paniques, ses mèmes, ses emballements, ses faux, ses désirs, ses humiliations et ses rituels d'attention. Pour une IA, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste une audience, c'est une soufflerie culturelle. Ensuite, Tesla. Là encore, il faut éviter les excès. Au 23 mars 2026, la synergie Tesla-xAI n'est pas encore une rente prouvée, mais elle n'est plus un simple fantasme non plus. Le procès actionnarial autour des GPU redirigés, des employés et des intérêts croisés a précisément rendu visible ce qui, sans lui, serait resté sous le tapis, l'existence d'une zone de circulation entre les actifs Musk. Et lorsque Musk annonce des projets comme Digital Optimus, ce n'est pas encore un mot démontré, c'est néanmoins une direction claire. Puis SpaceX, et avec SpaceX, Starlink. Ici, le sol devient beaucoup plus dur. SpaceX n'est pas une promesse au sens habituel, c'est une machine industrielle, lancement, cadence, intégration verticale, discipline de production. Starlink, surtout, n'est plus un futur, c'est le produit le plus visible de cette machine, un réseau. Il couvre plus de 150 pays, compte des millions d'abonnés et sert déjà de support à des usages civils, commerciaux, gouvernementaux et militaires. Quand xAI est branchée narrativement et peut-être capitaliquement à SpaceX, elle se branche à une infrastructure qui a déjà fait la preuve de sa densité réelle. Et c'est cela que le marché voit. Non pas un modèle isolé, mais la possibilité qu'une couche IA soit branchée sur un réseau spatial, sur une plateforme sociale, sur une ambition robotique, sur des surfaces de contrats publics, sur des centres de calcul gigantesques, et demain peut-être sur des systèmes de simulation, de commandement ou d'orchestration industrielle. Dit autrement, xAI n'est peut-être pas valorisée comme une entreprise de logiciels. Elle est peut-être valorisée comme une tentative de prise de position sur les goulots d'étranglement du futur. Et ces goulots, on peut déjà les nommer. Le compute d'abord. Les meilleurs modèles ne se construisent pas avec de bonnes intentions, mais avec des GPU, de l'électricité, des interconnexions, des bâtiments, des équipes d'infrastructures, des contrats, des délais et des mégawatts. L'énergie, ensuite. Les data centers ne tournent pas avec des visions de conférences, mais avec des turbines, des sous-stations, des accords, des refroidissements et une tolérance politique locale au bruit, aux émissions et à la chaleur. Les données, évidemment, mais pas seulement les grands corpus morts du web. Les données vivantes, les interactions, les préférences, les usages, les boucles sociales, la distribution aussi, parce qu'un modèle sans distribution est une merveille cachée. Et enfin, l'accès institutionnel, défense, administration, sécurité, régulateur, marché où la confiance ne se gagne pas avec des mèmes, mais avec des habilitations, des juristes et du pouvoir. Vu comme cela, xAI change de nature. Ce n'est plus un chatbot très cher. C'est une structure d'ambition plus avancée que sa preuve économique. Ce qui est étrange,
c'est qu'en décrivant les choses ainsi, on commence à s'éloigner du vocabulaire habituel de la tech. On ne parle plus seulement d'une start-up, ni même d'un labo. On commence à parler comme si l'objet était en train d'accumuler des morceaux de souveraineté. Pas toute la souveraineté, bien sûr, ce serait absurde. Mais des morceaux, le réseau, la coordination, l'accès, le calcul, la simulation, la logistique, la décision accélérée. C'est là qu'apparaît le vertige Musk, le vrai. Pas celui du personnage, de ses provocations ou de ses costumes noirs sur scène. Le vertige, c'est celui d'un léviathan privé en formation. D'un ensemble d'entreprises qui vendent chacune un service identifiable, mais qui, mises bout à bout, commencent à ressembler à quelque chose de plus grand qu'un portefeuille de business lines. Le marché ne paie peut-être pas seulement une société, il finance une possibilité de coordination. Et si cette coordination fonctionne, elle pourrait valoir beaucoup plus qu'un modèle un peu meilleur sur tel ou tel benchmark. Bien sûr, il y a une autre lecture, une lecture plus sévère, plus comptable, plus juste peut-être. Celle qui dit tout cela n'est encore qu'un halo, une prime de fondateur, un empire de corrélations lâches, de récits connectés, de synergies dont beaucoup restent hypothétiques. Et cette lecture est indispensable parce qu'elle rappelle que les marchés adorent parfois la coordination imaginaire bien avant la coordination réelle. Mais même cette lecture n'annule pas le problème, elle le reformule seulement. Chez Musk, certaines synergies qui paraissent d'abord artificielles finissent parfois par se matérialiser. Pas toutes, pas proprement, pas sans dégâts, mais suffisamment pour empêcher les sceptiques d'être totalement sereins. Voilà pourquoi XAI est si difficile à classer. Ce n'est ni une start-up ordinaire, ni un simple laboratoire, ni un conglomérat au sens classique. C'est une entreprise IA adossée à un pari d'infrastructure et à une prime de coordination muskienne. Et cette phrase, à elle seule, devrait déjà nous rendre prudents, parce qu'elle signifie deux choses à la fois. D'un côté, la valorisation peut être radicalement prématurée. De l'autre, l'objet valorisé n'est peut-être pas là où la plupart des commentateurs regardent. Ce qui nous amène naturellement à la pièce suivante du puzzle, celle qui, sans Starlink, suffirait probablement à faire passer toute cette histoire pour une mascarade surfinancée. Tout ce qui, chez XAI, donne envie de rire. Chapitre 3. Tout ce qui donne envie de rire. Des deepfakes sexuels, des bâtiments baptisés comme des blagues de forum, des rêves de data center dans l'espace. Sans précédent très réel en face, tout cela ressemblerait à un cirque. Prenons un dossier à charge. Pas le dossier polémique, pas de dossier caricatural, le vrai dossier à charge. Celui qu'on obtiendrait si l'on demandait à un procureur un peu ironique, à un analyste allergique au bullshit et à un régulateur insomniaque de rédiger ensemble l'acte d'accusation contre XAI. D'abord, la forme. Un empire qui parle parfois comme un post Reddit un peu trop confiant après 3 cafés et 2 levées de fonds. Des data centers baptisés MacroHard et MacroHard Dürer, comme si l'avenir du calcul industriel mondial devait être annoncé avec l'élégance d'une private joke contre Microsoft. Des annonces à la limite de la parodie sérieuse. Des ambitions orbitales si vastes qu'elles semblent tenir à la fois de la prospective spatiale, du pitch deck et de la fanfiction à 100 milliards. Ensuite, le fond produit. Grok, côté image, a connu en 2025 et 2026 l'un des scandales les plus corrosifs de l'IA grand public récente. Des usages documentés de sexualisation non consentie de femmes réelles, des transformations explicites de photos ordinaires, des cas précis suffisamment graves pour déclencher des enquêtes officielles aux États-Unis et des réactions de régulateurs ailleurs. Des restrictions tardives, des fonctionnalités monétisées après que la machine eut déjà appris à se sadir. Il faut être précis ici. On dispose de cas documentés. On dispose aussi d'estimations externes venues d'ONG, d'associations, d'analystes ou de plaignants sur le volume massif d'images sexualisées générées. Ces chiffres doivent être attribués comme tels, avec prudence. Mais le point essentiel ne dépend même pas des plus gros nombres. Il dépend du fait, déjà suffisant, qu'un outil grand public adossé au réseau de Musk a pu être utilisé à grande échelle pour produire des deepfakes sexuels non consentis avant que les garde-fous ne suivent. Et ce scandale n'est pas périphérique, il touche au cœur même de la méthode XAI, parce qu'il révèle une entreprise dont l'instinct initial n'est pas la retenue. Chez OpenAI ou Google, l'erreur historique consiste souvent à surfiltrer trop tôt, au prix de modèles parfois plus plats, plus polissés, plus institutionnels. Chez XAI, l'erreur historique semble inverse, laisser trop passer, trop vite, comme si la vitalité du système comptait plus que le coût humain immédiat de sa mise en circulation. Il y a là une intuition technique possible, nous y reviendrons, mais aussi une violence sociale tout à fait réelle. Ajoutons maintenant la gouvernance. Les procès autour des GPU de Tesla, les employés présumés déplacés, les intérêts croisés, les annonces qui contredisent des lignes de défense précédentes, la difficulté permanente à distinguer où finit une entreprise Musk et où commence la suivante, pour un investisseur amoureux de pureté juridique, c'est un cauchemar. Pour un régulateur, une invitation à ouvrir un classeur. Pour un scénariste cynique, un cadeau. Et puis il y a Memphis, le grand théâtre du concret.
D'un côté, l'image publique, l'intelligence artificielle comme avenir du savoir, du raisonnement, de la science et de la productivité. De l'autre, la réalité physique, des turbines au gaz, des hectares, des autorisations temporaires, des compromis territoriaux, du bruit, des mégawatts et des voisins qui n'avaient peut-être pas imaginé devenir figurants d'une nouvelle frontière computationnelle. C'est peut-être le trait le plus muskien de tous. Derrière le récit lisse de la puissance cognitive se tient toujours une logistique beaucoup plus rugueuse. Du métal, de l'énergie, des conduites, des camions, des tuyaux, des États qui signent, des riverains qui protestent, des pernis temporaires qui ressemblent à des manœuvres d'urgence. Enfin, l'orbite, le rêve si grand qu'il force la question de savoir si l'on assiste à un éclair de génie prématuré ou à une inflation terminale du récit. L'idée sur le papier n'est pas absurde. Du solaire en orbite, un vide qui permet la dissipation radiative, une connectivité globale, des réseaux optiques, des charges de calcul là-haut pour éviter certains goulets ici-bas. Très bien. Puis on fait les calculs, les panneaux, les radiateurs, les batteries, les structures, les masses, les centaines de lancements, la maintenance, le remplacement, les débris, la latence selon l'orbite choisie, l'astronomie qu'on assassine à petit feu. Et l'on comprend quelque chose de fondamental. Le data center orbital n'est pas absurde au sens physique, il est prématuré au sens industriel. C'est là qu'une bonne partie du public perd patience, et ce n'est pas irrationnel. Vu de loin, xAI ressemble parfois à une entreprise qui brûle de la crédibilité privée pour financer la version la plus chère de la phrase « Et si on faisait tout en même temps ? Un modèle, un réseau, un supercalculateur, un empire social, des robots, la défense, l'orbite, le tout sous la gouvernance émotionnelle d'un homme qui écrit plus vite qu'une administration ne rédige ses garde-fous. Sans Starlink, l'affaire serait peut-être déjà classée. Sans Starlink, on dirait encore une surchauffe de marché autour d'un fondateur qui a confondu ambition et immunité. Mais Starlink existe, et derrière Starlink, il y a SpaceX, c'est-à-dire une organisation qui a déjà démontré sa capacité à prendre une ambition jugée extravagante, à la soumettre à une discipline logistique féroce, puis à la convertir en système réel. C'est précisément ce qui rend ce dossier à charge si irritant, parce qu'avec Musk, le mauvais goût n'empêche pas l'ingénierie, il la précède parfois. Alors oui, tout cela donne envie de rire franchement même. Le problème c'est simple. Avec Musk, le ridicule n'est pas toujours la réfutation, c'est parfois la phase de pré-production. Et cette simple possibilité suffit à transformer une entreprise qui ressemblerait autrement à une farce en objet qu'aucun acteur sérieux n'ose tout à fait traiter comme tel. Pour comprendre pourquoi, il faut quitter un instant les scandales, les turbines, les noms grotesques et les générateurs d'images sales. Il faut revenir au précédent qui a rendu ce niveau de confiance possible, Starlink. Chapitre 4. Le problème, c'est que Starlink existe. Certaines idées paraissent grotesques jusqu'au jour où elles se mettent à fournir le monde, les avions, la guerre et le vide laissé par les États. Il faut se souvenir de ce qu'était Starlink dans l'imaginaire collectif il n'y a pas si longtemps. Une constellation de satellites par milliers, peut-être par dizaines de milliers, pour rendre Internet au monde entier. Une ambition qui combinait fusées réutilisables, licences internationales, terminaux abordables, bandes passantes soutenables, latence basse, viabilité commerciale, résistance réglementaire et discipline industrielle. Pour beaucoup de commentateurs, cela avait le parfum exact d'un projet Musk de trop, gigantesque, théâtral, probablement surpromis, vaguement mégalomane, possiblement infaisable à l'échelle annoncée. Puis les satellites sont montés, les terminaux ont trouvé des clients, les campagnes isolées se sont branchées, les avions ont commencé à diffuser du Wi-Fi rapide au-dessus de l'Atlantique, les navires ont pris du débit, les zones où le câble ne viendrait jamais ont cessé d'attendre. L'Ukraine a reçu une couche de communication tactique nouvelle. Et derrière tout cela, il y avait la même chose, la capacité de SpaceX à lancer, remplacer, densifier, maintenir. Les marchés ont cessé de plaisanter, et l'Europe, malgré son discours de souveraineté, a fini par admettre qu'elle n'avait pas d'équivalent immédiat. Voilà le problème. Sur Starlink, Musk n'a pas gagné le débat, il a gagné le calendrier. Et ce détail change tout, parce qu'il retire à ses critiques l'arme la plus confortable, la condescendance. On peut encore détester sa politique, sa manière de parler, son goût du conflit, son rapport problématique aux régulateurs, sa personnalisation excessive de sujets quasi institutionnels. On peut juger, à juste titre, que personne ne devrait concentrer autant d'infrastructures critiques dans un ensemble d'entreprises privées. On peut trouver inquiétant qu'une partie des communications d'une guerre européenne, d'une aviation mondiale ou de régions entières dépendent d'un acteur si singulier. Mais précisément, si cela inquiète, c'est bien parce que la chose existe, pas parce qu'elle a échoué. Et il faut être juste, ce n'est pas seulement le récit qui a gagné, ce sont aussi des chiffres de terrain.
des millions d'abonnés, une présence dans plus de 150 pays, des milliers de satellites opérationnels, un réseau assez dense pour devenir, en pratique, une infrastructure d'usage mondial. À ce niveau, on ne parle plus d'un gadget premium pour survivalistes libertariens, on parle d'un système. Et un système qui a fait quelque chose de très rare. Il a créé, en quelques années, un besoin politique rétrospectif. L'Europe ne se dépêche pas de construire Iris2, de recapitaliser Eutelsat, de parler de GovSatcom et de souveraineté spatiale parce que Starlink serait insignifiante. Elle le fait parce que Starlink a déjà montré ce qu'une constellation privée capable pouvait imposer au réel. Le plus grand hommage involontaire que l'Europe rend à Musk, c'est l'argent et la doctrine qu'elle mobilise pour ne plus dépendre de lui. C'est pour cela que Starlink vaut plus, intellectuellement, qu'un simple précédent entrepreneurial. C'est un précédent psychologique, une preuve narrative. La démonstration qu'une idée qui semblait ridicule à son annonce peut devenir, dans l'intervalle de quelques années, une dépendance stratégique. Et cette démonstration contamine inévitablement la lecture de XAI. Même si aucun investisseur n'écrit noir sur blanc, nous finançons XAI parce que Starlink a marché, le précédent travaille les esprits. Il crée un halo de crédibilité. Il impose une hypothèse. Si Musk a déjà réussi à faire basculer une idée socialement moquée dans le domaine de l'infrastructure, alors il est dangereux de traiter trop vite ces nouveaux paris comme de simples hallucinations de milliardaires. Bien sûr, cela ne prouve rien quant à XAI elle-même. Starlink n'est pas Grok. Une constellation satellite n'est pas un modèle d'intelligence artificielle. Les lois de l'orbite ne sont pas celles de l'alignement, du software, du produit enterprise ou de la cognition machine. Et ce serait une faute analytique d'inférer automatiquement qu'un succès industriel dans le spatial se convertit mécaniquement en succès dans l'IA. Mais ce serait une faute tout aussi sérieuse d'ignorer l'autre sens de la leçon. À savoir que Musk a déjà démontré une capacité très inhabituelle à prendre un futur jugé grotesque, à l'industrialiser brutalement et à forcer ensuite les États, les marchés et les concurrents à se réorganiser autour de sa temporalité. Le vrai produit de Musk, c'est peut-être le temps volé au futur. Il ne vend pas seulement des technologies, il vend une compression du temps historique, des objets qui arrivent avant que le consensus ne soit formé, avant que les institutions soient prêtes, avant que les concurrents aient fini de se convaincre qu'il faut vraiment y aller. C'est ce qui rend XAI si difficile à trancher. Si Musk n'avait derrière lui que des annonces excessives et des fiascos, l'histoire serait simple. Mais il a derrière lui une preuve massive qu'une partie de son grotesque débouche sur du réel. Et ce réel-là humilie désormais des acteurs beaucoup plus puissants sur le papier que ne l'était SpaceX au moment où Starlink semblait une plaisanterie. C'est ici que l'Europe entre en scène, non plus comme juge moral, mais comme témoin involontaire. Parce qu'elle est peut-être l'endroit où le décalage entre le discours sur Musk et la réalité de sa puissance apparaît le plus crûment. Chapitre 5. L'Europe humiliée. Elle promet la souveraineté, finance des alternatives, enquête sur Musk et admet en même temps qu'elle n'a pas encore l'équivalent de ce qu'il a construit. L'Europe entretient avec Elon Musk une relation presque psychanalytique. Elle le critique, le régule, l'enquête, le soupçonne, le juge politiquement instable, culturellement toxique, institutionnellement peu fréquentable. Et elle n'a pas entièrement tort. Mais dans le même temps, sur l'un des sujets les plus stratégiques du moment, les constellations satellitaires à bas débit et haute disponibilité, elle reconnaît qu'elle ne sait pas encore faire ce qu'il fait déjà. C'est là qu'apparaît un malaise plus profond qu'un simple désaccord politique, un écart capacitaire. Au 23 mars 2026, l'Europe a des alternatives. Eutelsat et OneWeb existent. GovSatcom existe. Iris Carré existe comme projet structurant. Airbus, Thales et Leonardo se rapprochent pour consolider une réponse industrielle. Le vocabulaire de souveraineté spatiale est partout. Les annonces sont réelles, les budgets aussi, les efforts sérieux. Mais la phrase décisive est ailleurs. Elle tient dans ce que les responsables européens eux-mêmes admettent. L'Union ne peut pas encore remplacer Starlink. Pas maintenant, pas à l'échelle actuelle, pas dans les délais de la crise. Cela veut dire que la souveraineté, à ce stade, reste un futur grammatical. L'Europe parle autonomie au futur parce qu'elle affronte au présent un réseau déjà là. C'est une scène très révélatrice du moment historique. D'un côté, Bruxelles produit du droit, des programmes, des consortiums, des feuilles de route et des architectures de remplacement. De l'autre, Musk produit des satellites en service, des terminaux, des usages réels et des dépendances déjà installées. Et la différence entre les deux n'est pas seulement idéologique, elle est temporelle. Sur ce terrain, l'Europe n'est pas simplement en désaccord avec Musk, elle le poursuit. Il faut bien voir à quel point c'est lourd de conséquences. Parce que Starlink n'est pas seulement une ligne de connectivité commerciale. En Ukraine, la constellation est devenue une couche tactique et stratégique. Dans les zones rurales, une solution concrète. Dans l'aviation, une amélioration d'usage. Dans le maritime, une nouvelle norme possible. Dans l'imaginaire des états-majors, une dépendance à ne plus reproduire. Starlink est exactement le type d'infrastructure que l'Europe juge trop stratégique pour rester privée, trop sensible pour rester américaine, trop importante pour rester soumise aux humeurs d'un seul homme. Et pourtant, elle n'a pas encore son substitut opérationnel.
Voilà le cœur du problème. Pas de ne pas aimer Musk, cela c'est facile. Pas même d'avoir besoin ponctuellement de SpaceX pour lancer des satellites européens quand Ariane est en retard. Cela aussi, à la rigueur, se rationalise. Non, le problème c'est de découvrir qu'un acteur privé que l'on méprise souvent sur le plan politique a déjà construit des fragments d'une souveraineté technique que l'on continue soi-même à promettre au conditionnel. L'Europe ne veut pas dépendre de Musk. Son problème c'est qu'elle dépend déjà de ce qu'il a construit. Et cela explique beaucoup de choses. Cela explique pourquoi les régulateurs deviennent nerveux dès que X ou Grok franchissent certaines lignes, parce que derrière l'outrance culturelle de Musk se tient une puissance matérielle qu'on ne peut pas simplement bannir comme une application de plus. Cela explique pourquoi les consortiums spatiaux européens accélèrent, parce que l'avance de Starlink transforme une préférence politique en nécessité industrielle. Cela explique enfin pourquoi tant de discours européens sur la souveraineté ressemblent à des promesses de rattrapage. Soyons justes, là aussi, l'Europe n'est pas vide. OneWeb et Eutelsat offrent déjà des capacités. GovSatcom peut mutualiser des ressources gouvernementales. Iris-Carré n'est pas une fiction. Et il existe même des cas où des acteurs européens soulignent des avantages de certaines architectures alternatives, par exemple en sécurité ou en altitude orbitale. Mais le point décisif ne bouge pas. Aucune de ces réponses, aujourd'hui, ne reproduit l'échelle, la densité, la maturité et la disponibilité globale de Starlink. Ce constat ne sanctifie pas Musk, il mesure un retard. Et ce retard a un effet secondaire majeur pour xAI. Il interdit de traiter toute nouvelle promesse de l'empire Musk comme une pure extravagance. Pas parce qu'il faudrait croire à tout, mais parce qu'une partie du monde, l'Europe comprise, est désormais forcée d'intégrer une possibilité nouvelle dans ses calculs, celle qu'une idée Musk jugée disproportionnée puisse, quelques années plus tard, produire une dépendance réelle. Le plus irritant pour les institutions est peut-être là. Elles n'ont plus le luxe de confondre le détestable et l'inefficace. Et c'est exactement ce qui renchérit le prix de l'imagination. Parce que lorsqu'une civilisation découvre qu'elle a ri un peu trop tôt d'une infrastructure, elle paie ensuite très cher pour ne pas recommencer la même erreur. La question devient alors plus inquiétante. Si Starlink a été le premier choc, que se passe-t-il si xAI en prépare un second ? Pour le savoir, il faut revenir au cœur matériel de la promesse, pas aux slides, pas aux visions orbitales, à la chose que xAI est déjà en train d'ériger à Memphis. Chapitre 6. Memphis. Avant d'être une entreprise prouvée, xAI est déjà une densité de béton, de cuivre, de turbines et de GPU. On peut disputer la valeur, il est plus difficile de nier le chantier. Revenir à Memphis, c'est revenir au réel lourd, au réel qui ne répond pas avec un benchmark, mais avec une facture d'électricité, un permis, un terrain, un générateur, un bâtiment de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés et des palettes de matériel qu'il faut brancher avant d'en parler. C'est ici que xAI devient difficile à caricaturer, parce que les chiffres commerciaux restent partiels, les revenus peu transparents, les synergies parfois hypothétiques, mais l'infrastructure, elle, n'a rien d'hypothétique. Elle pousse, elle s'étend, elle consomme, elle se raccorde, elle se ventile. Au 23 mars 2026, le point le plus propre que l'on peut établir est le suivant. xAI affirme que Colossus abrite actuellement 200 000 GPU. 200 000. Ce chiffre est un claim d'entreprise et c'est celui qu'il faut retenir comme base officielle. Au-delà, les nombres plus spectaculaires, 555 000 GPU, 2 gigawatts et davantage encore, relèvent plutôt d'estimations spécialisées, de capacités projetées ou d'extensions rapportées par des analystes et médias techniques. Ils sont importants pour lire la direction du projet, ils ne doivent pas être confondus avec le niveau officiellement opérationnel déjà revendiqué. Cette distinction compte, parce qu'elle résume assez bien la nature de xAI tout entière. Une partie du futur est déjà là, une autre partie est déjà valorisée avant d'être complètement matérialisée. Ce que l'on sait, en revanche, avec bonne confiance, c'est que le build-out est d'une violence industrielle rare. Installation initiale dans l'ancienne usine Electrolux. Acquisition de nouveaux sites en 2025. Colossus 2 mise en ligne début 2026. Un troisième bâtiment annoncé fin décembre 2025. Puis, en mars 2026, un nouveau permis de construction pour un immeuble de 4 étages, plus de 300 000 pieds carrés, budgété à 659 millions de dollars, juste à côté de l'extension en cours. Autrement dit, même si l'on rabaisse toutes les annonces, même si l'on retire toutes les hyperboles, même si l'on refuse tous les chiffres de rêve, il reste un fait massif. xAI convertit du capital en infrastructure de calcul à une vitesse exceptionnelle. Et cette conversion s'appuie sur une seconde vérité moins glamour, mais peut-être plus instructive encore.
L'intelligence artificielle n'est pas seulement un sujet de software, c'est un sujet d'énergie. À Memphis, la promesse cognitive prend la forme très terrestre de turbines au gaz, de sites en Mississippi, d'autorisations temporaires, de co-entreprises énergétiques, de mégawatts à trouver très vite et d'un arbitrage permanent entre urgence industrielle et capacité locale à absorber le choc. C'est probablement là que l'on comprend le mieux ce qu'est vraiment xAI au 23 mars 2026. Ce n'est pas encore une entreprise stable avec un modèle économique limpide. C'est une tentative de captation précoce d'un facteur rare, la densité de calcul disponible. Dans beaucoup de commentaires sur l'IA, les mots importants restent abstraits. Alignement, raisonnement, agent, multimodalité, autonomie. À Memphis, les mots importants redeviennent matériels. Charge, refroidissement, raccordement, turbine, sous-station, bâtiment, délai. Et cela a deux conséquences majeures. La première, même les critiques de xAI sont obligés d'admettre qu'il se passe quelque chose de plus sérieux qu'un simple coup de communication. On ne dépense pas des centaines de millions en bâtiments et des milliards en matériel pour un canular. On peut construire une erreur industrielle gigantesque, on ne construit pas cette erreur à la légère. La seconde, la nature du pouvoir change. Une entreprise qui possède ou contrôle à grande échelle des centres de calcul, des sources d'énergie, une distribution sociale et un réseau spatial cesse d'être un simple éditeur de logiciels. Elle devient un opérateur de capacité. C'est là que la formule de cathédrale spéculative devient utile. xAI ne ressemble pas encore à une entreprise mûre. Elle ressemble à une immense construction de foie, de béton, de cuivre, de turbines et de GPU, élevée au nom d'une intelligence future dont on ne sait pas encore exactement quelle religion économique elle servira. Une cathédrale, dans l'histoire, a deux propriétés utiles pour penser xAI. Elle coûte très cher avant d'être pleinement utile, et sa seule existence suffit à convaincre une partie du monde qu'une foi assez forte est en train de se matérialiser. C'est exactement ce qui se joue ici. Les marchés voient Memphis et se disent « Quoi qu'on pense du produit final, personne ne déploie cette quantité de capex, d'énergie et de coordination s'il ne vise qu'un simple assistant conversationnel premium. » Et pourtant, c'est aussi là que le sceptique retrouve ses droits, car une cathédrale n'est pas une preuve de salut, elle est une preuve de mobilisation, rien de plus. On peut ériger une montagne de calculs et se tromper quand même sur le produit, sur le moment, sur le marché, sur la gouvernance, sur la demande solvable, sur la vitesse de monétisation. En ce sens, Memphis ne justifie pas mécaniquement la valorisation de xAI, mais Memphis interdit de la rejeter comme une pure construction verbale. xAI a déjà prouvé qu'elle savait construire l'ambition, pas encore qu'elle savait la rentabiliser. Et ce point ouvre le chapitre suivant, parce qu'il existe un endroit où l'on voit très bien ce que xAI fait quand elle laisse son ambition se heurter non plus à l'énergie ou au bâtiment, mais au réel social dans sa forme la plus sale. Grok, image. Chapitre 7. Apprendre du réel ou industrialiser l'abjection. Une IA plus générale devra peut-être comprendre le désir, le faux, la célébrité et la honte. Le problème, c'est qu'entre apprendre le monde et salir des gens, il n'y a parfois qu'un bouton « Generate ». Il faut aborder Grok Image avec deux prudences simultanées. La première est morale, ne jamais laisser le goût de l'analyse anesthésier la gravité de ce qui a eu lieu. La seconde est intellectuelle, ne pas réduire trop vite l'affaire à un simple dérapage de plus, comme si toute l'histoire tenait dans une erreur de modération. Au 23 mars 2026, le fait principal est clair. Grok a été impliqué dans un scandale majeur de deepfake sexuel non consenti. Des cas de sexualisation d'images de femmes réelles apparaissent dès mai 2025. À la fin de 2025 et au début de 2026, le phénomène devient massif au point de susciter plaintes, réactions publiques, enquêtes officielles et restrictions. Des cas précis ont été documentés. Des exemples très visibles ont circulé. Des procureurs et autorités se sont saisis du dossier et xAI a dû restreindre une partie des fonctions après coup. Ensuite, il y a les chiffres. Et ici, il faut être impeccable. Les nombres les plus spectaculaires, millions d'images sexualisées, milliers d'images explicites de mineurs, proviennent d'analyses externes, d'ONG, d'advocacy groups, de plaignants ou d'organisations de surveillance. Ils doivent être présentés comme tels, pas comme des chiffres
chiffres officiels de l'entreprise. Cela n'affaiblit pas la gravité du scandale, cela clarifie simplement ce qu'on sait directement et ce qu'on reconstruit par observation indépendante. Le point essentiel, de toute façon, n'a pas besoin des plus gros volumes. Il suffit de constater que l'outil a permis, à grande échelle ou non, la production de contenus sexualisés non consentis à partir d'images réelles, dans un environnement de distribution sociale intégré, avant que les garde-fous n'interviennent vraiment. C'est déjà immense. Là où l'affaire devient plus troublante encore, c'est quand on se demande ce qu'elle révèle sur la philosophie implicite de XAI. Les grands labos concurrents ont généralement péché par prudence excessive, filtre excessif, polissage institutionnel, volonté d'éviter tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'obscène, au politique, au sexuel ou au sale. XAI, elle, semble avoir initialement parié sur quelque chose d'autre. Un système plus vivant, plus branché sur les usages réels, moins aseptisé, donc potentiellement plus proche de la matière humaine telle qu'elle circule effectivement sur les réseaux. Et c'est là qu'apparaît la vraie difficulté, parce qu'une IA générale crédible devra probablement comprendre plus que des PDF bien rangés et des corpus propres. Elle devra comprendre le désir, l'imitation, la célébrité, la manipulation, le mème, le ridicule, la gêne, la honte, le faux et le grotesque. Elle devra comprendre le monde social tel qu'il est, pas seulement tel que les chartes éthiques aimeraient qu'il soit. En ce sens, Grok a laissé entrer le carnavalesque dans l'IA industrielle. Le terme n'est pas gratuit. Le carnavalesque, c'est la remontée du corps, du grotesque, du renversement, du bas qui envahit le haut, du faux qui ridiculise l'ordre. Et Grok Images a précisément ouvert cette porte, très largement, dans un environnement technologique où les autres essayaient encore de maintenir un vernis de civilisation logicielle. On pourrait presque soutenir, qu'il existe là une hypothèse technique non triviale. Une intelligence artificielle qui n'apprend que dans des environnements filtrés risque de manquer une partie essentielle du réel humain. Mais ce presque est crucial, parce qu'entre apprendre le réel et industrialiser sa part la plus toxique, il n'y a parfois qu'un réglage de sécurité. C'est ici que la thèse technique rencontre la catastrophe civique. Laisser entrer plus de réel peut produire un meilleur matériau multimodal. Cela peut aussi produire un outil public d'humiliation sexuelle, de violence symbolique et de marchandisation de l'abjection. Et à ce moment-là, l'argument « c'est utile pour la recherche » devient très vite insuffisant. Le scandale de Grok n'est donc ni un simple bug moral, ni forcément une stratégie explicite cyniquement assumée. C'est peut-être pire, une intuition technique potentiellement réelle, exécutée avec une désinvolture institutionnelle inacceptable. XAI a touché ici à l'une des questions les plus difficiles de l'IA moderne. Peut-on construire des systèmes plus généraux sans les faire passer par la boue du monde? Et si la réponse est non, qui paie le coût de cette phase d'apprentissage? Dans le cas de Grok Images, la réponse est déjà connue. Ce sont des femmes réelles, parfois des mineurs, des personnes rendues vulnérables par la combinaison d'un réseau social, d'un générateur puissant et de garde-fous tardifs. D'un point de vue business, cela a aussi une autre conséquence. L'outil qui pourrait fournir un avantage de données multimodales devient en même temps un poison juridique. Enquête, action civile, régulateur, restrictions, réputation, relations aux App Store, relations aux annonceurs, relations au gouvernement. Tout ce qui rend l'expérience socialement explosive la rend aussi commercialement fragile. Voilà pourquoi Grok Images est si important pour comprendre XAI. Il montre en miniature toute l'entreprise. Une intuition possiblement sérieuse, une exécution extraordinairement rapide, un goût du passage en force, une faible patience pour les médiations, des dégâts réels, puis une reprise en main a posteriori quand le scandale est déjà là. C'est la promesse et le prix ensemble, le prix de l'imagination, mais aussi le prix humain de sa mise sur le marché sans délai suffisant. Et il faut être honnête, ce chapitre ne rend pas XAI moins fascinante, il la rend plus inquiétante. Parce qu'il suggère que son chemin vers une IA plus vivante, si c'en est un, pourrait passer par des formes d'expérimentation sociale qu'aucune institution publique n'accepterait d'assumer ouvertement. Reste alors la question finale. Quand on rassemble tout cela, la valorisation, la coordination des raretés, le cirque, Starlink, l'Europe, Memphis, Grok et ses scandales, que reste-t-il? Une bulle? Une prophétie? Un empire en formation? Peut-être rien d'aussi simple, peut-être quelque chose de plus dérangeant, une ambition industrielle extraordinairement avancée sur son business, extraordinairement bien financée pour une preuve encore partielle et impossible à mépriser complètement à cause d'un précédent nommé Starlink. Chapitre 8, le verdict. Sur les comptes, XAI ressemble parfois à un délire. Sur l'infrastructure, elle ressemble à une dinguerie. Le plus troublant, c'est qu'entre les deux se prépare peut-être déjà une forme de puissance. Alors, au 23 mars 2026, qu'est-ce qu'XAI? La tentation la plus naturelle serait de choisir un camp. Dire c'est une bulle grotesque, ou bien c'est le prochain grand empire technologique. Mais choisir trop vite serait rater le sujet.
Parce que le sujet ici n'est pas seulement l'évaluation d'une entreprise, c'est l'apparition d'un type d'objet que nos catégories ont du mal à saisir proprement. Si l'on se tient au plus près des faits, la réponse est la suivante. XAI n'a pas encore démontré, publiquement et avec la netteté que l'on exigerait d'une entreprise mature, une base de revenus, de profits et de traction commerciale qui justifierait sereinement sa valorisation. De ce point de vue, oui, le prix demandé paraît excessif, prématuré, parfois presque obscène. Mais dans le même temps, XAI a déjà démontré autre chose. Sa capacité à convertir rapidement des milliards en infrastructures réelles, à se brancher sur une plateforme de distribution vivante, à s'adosser à un précédent industriel majeur et à faire émerger une hypothèse de coordination entre réseau, calcul, capital, défense, robotique et données. Le hardware de XAI est plus réel que son business et sa vision plus avancée que sa preuve. C'est probablement la phrase la plus honnête que l'on puisse écrire. Si l'on veut aller un cran plus loin, on peut dire ceci. XAI n'est pas encore une réussite économique, c'est déjà une ambition industrielle. Et cela change beaucoup de choses, parce qu'une ambition industrielle ne se juge pas comme une application de productivité. Elle se juge sur des temporalités plus longues, avec des risques plus asymétriques, des dégâts collatéraux plus lourds et une capacité beaucoup plus grande à réorganiser d'autres acteurs autour d'elle, qu'elle réussisse complètement ou non. C'est là que le mot « puissance » devient utile, pas au sens mystique, au sens très concret d'une entreprise privée qui agrège progressivement des morceaux de souveraineté technique, communication, calcul, simulation, réseau, accès étatique, capacité de décision accélérée. Le vrai vertige n'est pas qu'un homme privé soit riche. Le vrai vertige, c'est qu'il commence à agréger des fonctions historiquement réservées à de grands systèmes publics, à de grands conglomérats industriels ou à des alliances d'État. C'est pourquoi le cadre du simple laboratoire IA est trop petit. Et c'est aussi pourquoi le cadre de la simple bulle est trop simple. Une bulle peut laisser derrière elle des ruines. Certaines laissent derrière elles des voies ferrées, des câbles, des réseaux, des centrales, des plateformes. Dans le cas de Musk, l'histoire récente nous a appris une chose désagréable. Même lorsque le prix est trop haut, l'infrastructure peut rester. C'est précisément ce qui rend XAI si dangereuse intellectuellement. Elle force à tenir ensemble deux idées que l'on préfère souvent séparer. Première idée, la valorisation est peut-être beaucoup trop élevée au regard des preuves présentes. Deuxième idée, cela n'empêche absolument pas l'objet sous-jacent de devenir structurellement important. Comme Tesla avant elle, comme Starlink avant elle, XAI peut avoir raison sur la direction du monde et tort sur le prix demandé aujourd'hui. Mais l'histoire XAI ajoute quelque chose de plus contemporain encore. Elle ne raconte pas seulement la surchauffe d'une infrastructure future. Elle raconte la possibilité qu'un acteur privé assemble, à partir de plusieurs entreprises, quelque chose qui commence à ressembler à un Léviathan sans drapeau, un coordinateur, un opérateur de capacité, un pouvoir d'agrégation plus qu'un simple vendeur de produits. C'est peut-être ici que l'imagination change de nature. On la traite souvent comme l'ornement des fondateurs, comme une couche rhétorique posée sur du PowerPoint. Chez Musk, l'imagination fonctionne parfois autrement. Elle agit comme une avance de récit qui attire le capital, qui construit l'infrastructure, qui crée le précédent, puis qui oblige le monde à recalculer. Le prix de l'imagination, ce n'est pas seulement la valorisation de XAI, c'est le prix que paient les concurrents, les régulateurs, les États et les investisseurs pour avoir trop longtemps cru que certaines idées étaient ridicules parce qu'elles étaient mal élevées. Et c'est là peut-être la leçon la plus irritante de tout cet épisode. Le grotesque n'est pas toujours le contraire du réel. Chez Musk, il lui arrive d'en être l'avant-scène. Alors, délire ou dinguerie ? Les deux, mais pas au même endroit. Délire sur les fondamentaux visibles, dinguerie sur l'infrastructure. Et entre les deux, quelque chose de plus troublant encore. La possibilité qu'une ambition encore mal justifiée économiquement soit déjà en train de devenir politiquement, industriellement et stratégiquement incontournable. Le marché ne paie pas seulement ce que XAI est, il paie la possibilité de vivre dans un monde où elle compterait bien davantage que ce qu'elle sait encore prouver. Et dans l'univers Musk, cette possibilité suffit désormais à coûter très, très cher. C'est peut-être cela, au fond, le vrai produit de XAI, pas une preuve,
Une possibilité tarifée comme si elle était déjà presque réelle. Vous écoutiez Le prix de l'imagination. Merci de votre écoute.